2024 est là, synonyme de renouveau et d'opportunités. Peut-être avez-vous cette année des projets, des résolutions pour changer votre vie professionnelle. Alors les amis, pensez au parcours Chance. Chance, fidèle partenaire de Métamorphose. Chance, c'est ce bilan de compétences qui vous aide à redonner du sens à votre vie professionnelle. En 3 mois seulement, redéfinissez vos objectifs et retrouvez ce qui vous anime vraiment avec un coach dédié. Chance, c'est aussi une communauté engagée qui est là pour vous soutenir, vous épauler et vous ouvrir son réseau. Et en prime, le parcours est 100% finançable grâce au CPF. Alors les amis, je vous invite peut-être à surfer sur l'énergie de la rentrée et des bonnes résolutions pour cette fois-ci vous mettre en action. Rendez-vous immédiatement sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre vie professionnelle. Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série du podcast Métamorphose, Parents conscients. Je suis Marion Duchesne, journaliste indépendante et maman en quête de sens sur les liens parents-enfants. Dans cette série inédite pour Métamorphose, nous allons parler nutrition, allaitement, fausse couche, grossesse et de plein d'autres sujets passionnants. Chaque semaine, pendant 8 semaines, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes dans le domaine de la maternité afin de vous accompagner dans cette aventure enrichissante qui est celle d'être parent. Alors en route vers une parentalité consciente, sereine et bienveillante. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Et si la vie nous offrait une deuxième chance de grandir lorsque l'on devient parent ? C'est en tout cas ce que nous révèlent les neurosciences. En comprenant le fonctionnement de notre cerveau d'adulte, on peut apprendre à nos enfants à devenir les véritables pilotes de leur existence. Réalisatrice, conférencière, se définissant elle-même comme une militante de la révélation des potentiels, mon invitée nous incite à plonger au cœur de l'évolution du cerveau de l'enfant pour mieux identifier les expériences favorables à son développement optimal. Plus encore, elle pousse chaque parent à reprendre les rênes de leur cerveau pour incarner ce qu'ils souhaitent transmettre à leurs enfants. Bonjour Stéphanie Briand. Bonjour Marion. Stéphanie, en quoi les expériences in utero et dans les premières années de la vie de l'enfant sont-elles fondatrices pour la structuration de son cerveau ? Eh bien parce que le cœur commence à se former, puis ensuite les poumons, et finalement, c'est le cerveau qui va prendre la suite avec la moelle épinière. Et tout ce qu'on va engrammer, tout ce que l'on va recevoir pendant ces périodes-là, vont constituer notre première programmation, entre guillemets. Donc évidemment, ce qui se passe très tôt, qui est une période de grande accélération de création, de connexion neuronale, est capital pour la suite de l'évolution. Mais ce qui est très intéressant à comprendre, c'est que la neuroplasticité, donc que le cerveau soit plastique, permet de changer ce qui a été mis en place et l'encodage dont on parlait qui s'est fait. Quand on dit que le cerveau est mature, c'est ça, mûr, à 25 ans, tout n'est pas terminé, rassurez-moi, on peut encore changer parce qu'on a l'impression que c'est figé, mais en fait non, pas du tout. Non, ce n'est pas figé, mais c'est vrai qu'on a des grandes périodes d'accélération, donc on va dire in utero les 3 premières années de vie. Ensuite, on a une deuxième chance à l'adolescence. Donc souvent, à l'adolescence, on revit un petit peu ce qu'on a vécu au départ. Donc les adolescences difficiles, elles sont en écho à des premières années de vie où les constructions ne se sont pas faites de façon optimale. Et puis, ça continue donc à maturer ce cerveau jusqu'à l'âge d'environ 30 ans. Ensuite, il n'y a plus cette même plasticité. On va dire que ça devient plus complexe, que ça va demander davantage d'efforts, de remettre en place des habitudes, d'installer vraiment des processus qui se mettent sur le long terme. Mais oui, à tout âge, on peut changer, on peut évoluer. Il y a des connexions neuronales qui se créent. Il y a des choses à faire pour favoriser cela et notamment continuer à apprendre à faire des nouvelles choses pour permettre à ce cerveau d'avoir l'habitude de s'adapter. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne tout ça, parce que vous parlez de réseau, on a l'impression d'être dans un hub, c'est un peu ça, de câblage. Comment il se construit ce cerveau de l'enfant ? Par association, par répétition ? Les expériences vont devenir nos croyances. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, l'enfant regarde à l'extérieur, se constitue une espèce de bibliothèque d'expériences et il va considérer que c'est la réalité. Et ensuite, cette réalité qui va s'encoder dans le corps, dans le système nerveux, dans le cerveau, va devenir ce qu'il projette sur le monde.
Ça va être sa réponse aux expériences. Donc, l'habitude est très importante, c'est-à-dire que si une expérience se produit une fois, on ne va pas considérer nécessairement que c'est la réalité. En revanche, si cette expérience se produit encore, ça va devenir l'autoroute neuronale, en quelque sorte. Donc, la croyance très forte de ce que c'est la réalité. Et ensuite, il y a le système nerveux qui réagit, donc à une expérience, parce qu'il y a ce que l'on appelle des engrammes, ce sont des traces biochimiques qui se mettent dans le cerveau, c'est-à-dire que les événements de notre vie sont traduits en chimie, et donc à chaque fois qu'on revit quelque chose de similaire, on va recréer le même déclenchement neurochimique, donc on va ressentir la même chose. Ce que vous dites, c'est qu'au départ, on croit ce que l'on voit, et par la suite, on voit ce que l'on croit. Absolument. On n'est pas totalement vierge quand on est, mais il y a un processus que l'on appelle l'épigénétique qui montre aujourd'hui que les gènes ne sont qu'une partie de l'équation. Les gènes ne sont pas obligatoirement révélés. Je compare ça à un tatouage. Vous savez, vous avez un tatouage sur le bras. Si vous portez une chemise longue, à manches longues, personne ne sait que vous avez un tatouage sur le bras. Pourtant, il est là. En revanche, si vous mettez un Marcel, eh bien, on va le voir. Eh bien, l'épigénétique, c'est un peu ça. C'est que vous avez un gène, comme le tatouage, mais en revanche, il va se révéler ou pas se révéler en fonction du monde extérieur. C'est-à-dire que, est-ce qu'il va faire beau, donc on relève la chemise, ou pas? Est-ce qu'on va vivre dans un environnement qui va favoriser l'expression de ce gène, ou au contraire, qui va le neutraliser? On est tous voués à vivre avec ce pilotage automatique, Stéphanie Briand, parce que c'est le terme que vous utilisez. Non, vous dites qu'on peut en sortir. Mais en même temps, quand on regarde, on a l'impression qu'on est voué à répéter et à réagir toujours de la même manière à tel ou tel événement. Ce qui m'a passionnée au départ, c'est de m'apercevoir en effet que j'étais en pilote automatique, qu'on est beaucoup en pilote automatique, parce qu'on a l'impression d'avoir du libre arbitre. Nous n'en avons pas. Nous anticipons. Notre cerveau est là pour envisager des probabilités. Donc lui, il est tout le temps en train de faire des calculs. C'est Madame Irma, vous dites, dans votre livre. Oui. Il prédit. Il prédit. Et il n'y a que ça qui l'intéresse, de la prédiction. Et nous sommes souvent aveugles à ça. Donc on a l'impression qu'on choisit, mais en fait on ne choisit pas. Et si on faisait une vue d'hélicoptère et qu'on observait nos petites vies à distance, on s'apercevrait qu'on est totalement prévisible. Dans nos relations avec les autres, dans la prise de risque ou pas. Et quand on s'aperçoit de ça, c'est très intéressant de remonter à la source, c'est-à-dire de se dire, bon, ok, alors comment ça s'est construit le programme? Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui j'ai ce comportement, j'ai cette réaction, j'ai cette pensée? Et là, on voit où se sont joués les aspects. Et c'est en modifiant le programme de départ qu'on va modifier évidemment les conséquences et les agissements. Et aussi d'avoir cette humilité de se dire, ce n'est pas moi qui je suis. C'est pas ma personnalité. La personnalité est quelque chose de construit. Je pense que nous avons tous une essence, E2SENCE, et que cette essence est après contenue dans cette personnalité qui souvent nous entrave et nous empêche. On vit une grande période de burn-out. Le burn-out, il est à la fois professionnel et à la fois parental. Pourquoi? Il y a des vraies questions à se poser aujourd'hui. On est dans une société de l'épuisement. Eh bien, je pense que les carcans, que notre cerveau, que nos systèmes nerveux sont à bout de souffle, et qu'aujourd'hui, c'est l'opportunité de reconstruire quelque chose de nouveau. Mais pour ça, il faut accepter le fait que nous ne sommes pas libres dans nos choix, nous sommes conditionnés, et essayer de trouver un moyen de sortir de nos conditionnements. Certains conditionnements peuvent nous sauver quand même, parce qu'il y a ce cerveau reptilien, j'allais dire, qui nous permet aussi de survivre quand même, il faut le reconnaître. Absolument. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on devrait être 10% du temps dans la survie, et on est 80% du temps dans la survie. Exactement. Et vous parlez du nerf vagal, d'ailleurs, en rapport avec tout ça. Absolument, le nerf vague qui est donc au cœur du système parasympathique. Le parasympathique, c'est la décontraction, sauf que le nerf vague, il a 2 branches, et qu'on peut être dans le parasympathique où on est bien, ou le parasympathique où on tombe dans les tréfonds, dans les abîmes, et que c'est la dépression, le burn-out. Donc la détente, elle va parfois beaucoup trop loin, et en fait on n'a plus le peps, la capacité de remonter. Pour comprendre comment fonctionne ce cerveau de l'enfant, il y a ce test absolument fabuleux qui a été fait aux États-Unis. C'est là où vous avez puisé, vous êtes allé rencontrer plein de personnes, des spécialistes. Vous êtes allé puiser donc ces exemples. Le test du chamallow. Mais qu'est-ce que c'est exactement que l'objectif de ce test en fait? Qu'est-ce qu'on découvre à travers ce test? Alors ce test, il a été créé il y a de nombreuses années pour
savoir s'il y avait une corrélation entre la faculté des enfants à repousser la gratification, c'est-à-dire à ne pas prendre tout de suite ce qui leur a été donné et avoir un plan sur le futur en se disant « oui, mais alors si j'envisage à plus long terme, ce sera bénéfique pour moi ». Et donc de corréler cela à la vie, à la qualité de vie, à la santé, et de se dire est-ce qu'on peut faire un lien entre les deux. Donc ils se sont aperçus que quand ils mettaient les enfants face au choix donc, du chamallow, en leur disant « bon, tu as un chamallow devant toi, donc tu peux le manger tout de suite, mais si tu attends un peu, je vais t'en amener davantage. » Donc, il y avait une partie des enfants qui attendaient, et en effet, ils avaient davantage de chamallow, et une partie qui n'attendait pas et qui mangeait immédiatement. Et ceux qui mangeaient immédiatement, donc qui n'avaient pas cette capacité sur le long terme d'attendre pour avoir mieux, on s'est aperçu qu'ils avaient souvent davantage de problèmes de santé, qu'ils étaient dans des foyers moins équilibrés à l'âge adulte, ils avaient des problèmes économiques. Donc, on a fait un lien en disant, très bien, quand l'enfant n'a pas la faculté d'avoir cette attente et cette capacité à reculer le moment, eh bien, sa qualité de vie va être amoindrie. Sauf que, moi, ça me posait un petit problème sur le papier. Je me disais... c'est terrible, oui. On saute un peu aux conclusions, mais est-ce que c'est ça qui est vraiment intéressant ? Donc, j'ai rencontré une chercheuse américaine qui s'appelle Celeste Kidd et qui, elle, a travaillé dans un foyer avec des enfants qui étaient abandonnés et qui vivaient donc dans des shelters, ces foyers où ils étaient accueillis. Et elle s'est dit, mais là, tous les enfants que j'ai sous ma responsabilité, ils mangeraient tous le chamallow. Donc, est-ce qu'ils sont condamnés à avoir une vie médiocre, une vie de difficulté ? Elle a refait le test du chamallow avec 2 hypothèses. Elle s'est dit, très bien, je vais créer un groupe où je vais leur proposer d'avoir le chamallow ou d'attendre, mais à chaque fois que je vais leur proposer d'attendre quelque chose avant, donc elle amène des stylos, eh bien elle dit, si vous attendez un peu, vous aurez plus de stylos. Et quand ils attendent, elle revient et elle n'a pas les stylos, elle dit, bah non, en fait, il n'y aura qu'un stylo. Après, elle fait le test, la même chose avec des gommettes, en disant, bon bah tiens, j'ai une gommette, mais si t'attends un petit peu, je t'en ramène plein, donc ça vaut le coup pour ton dessin. Donc les enfants, là, tous attendent encore un peu, sauf qu'ils sont à nouveau déçus, et qu'elle revient, elle n'a qu'une seule gommette. Et quand le test du chamallow vient, évidemment, ceux qui ont été dans le groupe où on n'a pas tenu les promesses, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent le chamallow. Et les autres, ils arrivent à attendre parce que les promesses ont été tenues, il y a eu davantage de silos, davantage de gommettes. Donc ce qu'elle montre par ce test, c'est que ça ne dépend pas de la valeur intrinsèque de l'enfant, de la capacité initiale, ça dépend de l'environnement et des adultes, de leur capacité à tenir leurs promesses. Si l'enfant a été déçu à de multiples reprises... Par son expérience, il... Exactement, réagit. Par son expérience. En fait, le bon sens veut que je vais le manger tout de suite, ce chamallow, j'en aurai pas plus. Donc, c'est pas du tout qu'il n'est pas capable d'attendre, c'est qu'il fait preuve de bon sens. De bon sens, même si les conditions ont été malheureuses. Donc, comprendre cela permet de reprendre du pouvoir, c'est-à-dire que de dire, ok, si un enfant réagit comme ça, c'est qu'il a été, entre guillemets, mal habitué, mal conditionné, ou que le monde autour de lui est un monde qui n'est pas favorable au développement sain de son cerveau et à permettre justement cette capacité d'attente qui est absolument indispensable quand on veut faire des projets, des plans qu'on voit sur le long terme. Donc voilà, cette remise en cause, je l'ai trouvée toujours très intéressante et c'est ça qui est bien à prendre en compte dans les neurosciences. C'est toujours de ne pas avoir une approche de premier degré, basique, de ne pas sauter sur les conclusions, de comprendre le pourquoi du process. Moi, c'est ça qui me passionne. Vous avez parlé il y a un instant, Stéphanie, des enfants abandonnés, ce qui me permet de faire le lien avec cette structure essentielle du cerveau qui passe par le lien d'attachement. On est d'abord des êtres de lien et le cerveau se nourrit, se construit, s'amplifie grâce à ce lien. Et le premier des liens, c'est celui avec les parents, en fait. Tout se joue là, au départ. Tout se joue avec ce qu'on appelle le primary caregiver en anglais. Donc, c'est la personne qui donne le plus de soins, qui est en premier lieu le référent affectif. Alors, ça peut être les parents, mais ça peut être aussi un grand-parent, ça peut être une famille d'adoption. Ce qui est important, c'est d'avoir un être sécurisant avec qui on a du lien et qui est là en permanence. Cette capacité d'attachement, elle va en effet déterminer notre faculté à gérer les stress, les difficultés de la vie et la projection que l'on a sur la relation. Est-ce qu'on va avoir confiance en la relation, confiance en les autres ou pas ? Et quand on a un attachement, ce qui s'appelle sécure, il y a 4 formes d'attachement, anxieux, évitant, désorganisé et sécure. Et le seul attachement qui permet d'avoir une évolution favorable du cerveau, c'est l'attachement sécure. Cela permet que le cortex préfrontal, qui est la dernière partie du cerveau à se forme de façon optimale. Sinon, il est un peu comme un gruyère, en quelque sorte. C'est pas
concrètement comme cela qu'il est, mais on a des trous et des facultés cognitives qui vont pas se développer. Donc, on va avoir des capacités de compassion qui vont être minimes. On va avoir beaucoup de mal à se concentrer, à mémoriser. On voit qu'il y a plein de symptômes, justement, d'hyperactivité qui viennent du fait que ce cerveau, il ne s'est pas constitué de la bonne façon. Alors, je dis, faisons très attention, c'est-à-dire que ne nous culpabilisons pas, parce que parfois, nos enfants vont développer des attachements anxieux. On a fait du mieux possible. Mais on a fait avec ce qu'on était aussi, de là d'où on vient, c'est ce que vous dites. Nous-mêmes, on a été construit avec un attachement sécure ou non. Exactement, et seulement 50% de la population a priori un attachement sécure, ça veut dire que la moitié n'en a pas. Donc on n'a pas cette base et cette fondation, cette compréhension que l'attachement sécure, c'est de toujours répondre aux besoins de l'enfant, de ne pas mettre tout sous couvert de l'amour. J'ai écrit un livre aussi qui s'appelle L'incroyable pouvoir de l'amour, où j'ai vraiment étudié l'aspect scientifique, entre guillemets, de l'amour et la conscience de l'amour. Parce que parfois, on dit, oui, on aime, mais c'est pas ce qui met l'enfant en sécurité. Quand on est un parent, justement, conscient, avec ce souhait de créer les meilleures conditions pour l'enfant, l'objectif, c'est de créer de la sécurité en permanence, de la sécurité dans le lien. Le lien, l'amour ne doivent jamais être quelque chose qui se mérite, ne doit jamais être quelque chose qui se reprend. On ne doit pas avoir de froideur, on ne doit pas avoir... La punition, par exemple, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas de problème avec la punition à partir du moment où on fixe un cadre, mais qu'il n'y a pas de chantage émotionnel. Mais il n'y a pas « tu m'as déçu ». Parce que ça altère, en fait, justement, le développement du cerveau de façon positive et optimale. Mais bien souvent, on n'en a pas conscience parce que nous-mêmes, on vient de là et puis on a nos réflexes et nos mécanismes qui se remettent en route. Mais le lien d'attachement, en effet... il est indispensable, et aussi le fait de regarder dans les yeux. On voit qu'aujourd'hui, on perd beaucoup de cette qualité parce que les parents sont très occupés sur leur téléphone portable, notamment. On parlait du proto-regard, d'ailleurs, qui, au moment de la naissance et après, d'ailleurs, dans les heures et dans les mois qui suivent, très, très important. Mais ça rejoint totalement ce que vous dites. Oui, quand on nourrit un enfant, on le regarde dans les yeux. On n'est pas en train de faire autre chose. Et quand on est au parc avec son enfant, l'enfant, il a besoin d'exister dans les yeux du parent. Donc, il faut le regarder. Et je dis qu'on fait des enfants orphelins de notre attention. Le fait d'être physiquement dans la pièce, mais de ne pas être mentalement là, et que ce soit visible, parce que quand vous êtes sur un téléphone, sur un ordinateur, c'est visible. Le télétravail, pour moi, c'est un très gros problème qui va avoir des impacts sur l'attachement. D'être à la maison, d'être là, mais pas disponible pour son enfant et sur son ordinateur ou en réunion, c'est pas positif. Ils le font savoir d'ailleurs déjà. Absolument. Mais sauf qu'on est dans une société où on l'encourage et ça rend les gens aussi très fébriles parce que c'est compliqué à gérer. Et physiquement, être là mais pas disponible, c'est une notion qui vient altérer ce lien et cette confiance en ce lien, en fait. Vous parlez de moments de qualité à accorder à son enfant. Et d'ailleurs, vous avez fait des choix radicaux. Vous rentrez chez vous, il n'y a plus de portable. Enfin, et vous prenez aussi l'absence de portable dans les parcs. Ça serait bien de les interdire. Par exemple, ce serait formidable, oui, qu'on revienne en lien avec les enfants. Que les parents discutent entre eux, mais qu'ils aient ce regard pour l'enfant. Parce qu'un enfant, en fait, quand il va au parc, il grimpe en haut du toboggan, qu'est-ce qu'il cherche? L'approbation du parent. Est-ce que je peux y aller ou est-ce que je peux pas y aller? Il est en train de former tout son référentiel en fonction de ça. Si le parent le regarde plus, vous imaginez, c'est une sensation d'abandon. Donc c'est là que ça joue déjà sur le lien de façon très très forte. Notre disponibilité émotionnelle, elle est essentielle. Et c'est ça qui va justement créer aussi un lien d'attachement sécure. Quand on est trop stressé, quand on est pris par les choses, quand notre système nerveux dysfonctionne, eh bien on n'a pas cette qualité de présence pour notre enfant. Vous disiez, oui, j'ai fait des choix, les portables, je l'ai moins fait après. J'ai eu des périodes de vie, j'ai eu des périodes aussi où c'était plus compliqué, où c'était plus stressant. Mais quand j'arrive à créer de l'espace, je m'aperçois que, évidemment, le lien avec les enfants, il est bien meilleur et qu'on a cette connexion puissante. Moi, je suis très inquiète, justement, de tout ce qui est de l'ordre des nouvelles technologies, du temps d'attention, de l'absorption des écrans. C'est très compliqué. Je crois qu'il faut qu'on arrive à trouver aussi des consensus entre parents et même le faire à l'échelle de la société. Parce que parfois, quand on est un parent et que nous, on veut mettre telle règle en place, mais que les petits copains n'ont pas du tout les mêmes, eh ben, c'est compliqué d'expliquer, ça crée beaucoup de tensions.
Ça me permet de faire une transition, puisque vous parlez de ce modèle que doit être le parent. Alors, modèle, c'est peut-être un terme une injonction un peu, mais c'est vrai que l'enfant, le cerveau de l'enfant, il se construit aussi, il apprend aussi par l'imitation au départ. Il apprend beaucoup par l'imitation. Il y a des études qui ont été faites notamment avec des enfants autistes. Et on s'est aperçu que plutôt que vouloir leur expliquer les choses, il fallait les faire. Par exemple, que le fait qu'ils voient le mouvement, ils allaient le reproduire beaucoup plus facilement. Donc oui, nos enfants sont des machines à imiter. Vous voyez bien les petits au départ. On imite maman qui se maquille, on imite papa qui, je sais pas, fait de la tondeuse, même si ce que je viens de dire est un peu stéréotypé. Mais on a envie de ressembler, on a envie de faire. Et on est exemplaire pour nos enfants. C'est-à-dire que ce qu'on leur dit, si on leur dit « moi je le fais pas, mais toi tu dois le faire », ça va pas rentrer. Si on leur montre, c'est là qu'ils vont avoir un référentiel sain. Parce qu'ils voient, en fait, on incarne. L'incarnation, c'est très important. De pas vivre à côté de ses pompes, c'est justement d'incarner ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on dit. Et je trouve que quand on est parent, c'est aussi un moteur. Parfois, il y a des choses, des choix ou des changements d'habitude qu'on a du mal à mettre en place, mais le fait de le faire pour ses enfants, ça nous motive beaucoup plus. Donc c'est l'occasion de se dire, ok, quel parent exemplaire j'ai envie d'être. Vous parlez de l'imitation, et c'est vrai que l'enfant, il engramme aussi dans son cerveau plein d'informations via l'observation. Je pense notamment regarder un match de tennis et être en capacité par la suite de reproduire le mouvement. Ça, c'est le rôle et vous en parlez, c'est très intéressant, de ces fameux neurones miroirs. Oui, les neurones miroirs sont des neurones qui vivent le moment sans qu'on ait à le vivre concrètement. C'est-à-dire que le cerveau imite ce qui se passe de la scène, ce qu'on est en train de voir. C'est pour ça qu'on pleure au cinéma. C'est pour ça qu'on arrive à se mettre en empathie vraiment avec les autres. On a la même information qui nous vient alors que nous, on ne fait pas du tout les mêmes choses. Donc c'est très utile dans les apprentissages, ces neurones miroirs. Et en effet, on a besoin de copier, donc de voir pour ça. Et les mouvements, en l'occurrence, on peut les apprendre parfaitement aussi en les ayant vus et après en apprenant à les reproduire et en les faisant. Stéphanie Briand, en fait, ce que vous dites, c'est qu'il faudrait d'abord comprendre les rouages de sa propre histoire, de là d'où on vient, de son éducation aussi, de son environnement, pour peut-être par la suite être le meilleur des parents. Il faudrait commencer par ça, travailler sur soi. Travailler sur soi, mais je pense qu'on ne peut pas vraiment commencer par ça, dans le sens où le fait d'être parent nous fait découvrir... C'est le déclic, en fait. Plein de problématiques, de dysfonctionnements qui nous sont internes. En revanche, ce qu'il manque, à mon sens, c'est de nous y préparer. Donc, d'anticiper un peu, de comprendre des aspects. On pourrait faire de la formation au préalable avant de devenir parent. J'ai des enfants autour de moi qui sont des enfants qui ont vécu des traumas à répétition et qui disent « mais il devrait y avoir un permis pour être parent ». On passe un permis de conduire, c'est vrai. Et il y a plein de choses pour lesquelles on passe un permis. Donc, on anticipe sur le code de la route, qu'est-ce qui se passe, vous êtes dans telle situation. Et pourquoi on ne pourrait pas faire ça en amont de devenir parent ? De comprendre, non pas un permis, mais d'anticiper certaines choses, de bénéficier aussi de l'expérience d'autrui, avec une certaine neutralité. Parce que parfois, on bénéficie de l'expérience de la famille, mais ça peut aussi créer des tensions. Quand on n'est pas content de sa propre éducation, on va vouloir faire quelque chose à l'inverse. Mais voilà, d'avoir juste cette notion de ce qui se passe, comment ça se structure, qu'est-ce qui va être déterminant, et de le faire avec beaucoup de douceur aussi, parce qu'on n'est pas là pour juger, on a tous nos failles, on fait plein d'erreurs. Le problème, c'est pas de faire des erreurs, c'est d'avoir cette capacité de régulation et de correction, de remettre les choses sur les bons rails quand on n'a pas réussi au départ. Vous le dites, on a le déclic quand on devient parent, et par la suite, c'est un travail de co-création avec son enfant. Vous l'avez vécu d'ailleurs, Stéphanie Briand, avec votre fils. C'est lui qui vous a fait changer quelque part. Ah il continue. Je vous garantis que mon fils, il a cette mission-là, je le sais. Il me fait beaucoup évoluer. Je l'en remercie, c'est pas toujours simple. Je pense que c'est pas simple pour lui aussi, parce que, à mon avis, les enfants, certains ont des rôles comme ça où ils font beaucoup évoluer les parents parce qu'ils vont toucher sur des points sensibles. Et c'est comme ça qu'on avance, et on avance en fait pour toute la famille, parce qu'on avance même pour les générations d'après.
Donc c'est indispensable. Et pour les frères et sœurs, parce qu'on ne fait pas la même chose avec son premier enfant qu'avec son deuxième, son troisième. Les enfants n'ont pas du tout la même éducation au sein d'un même foyer. C'est très différent. En plus de la différence de leur personnalité, il y a aussi les parents qui ne sont plus les mêmes exactement. Donc oui, la co-création, elle continue. Mais j'ai 2 enfants, donc avec chacun de mes enfants, il y a de la co-création permanente, des ajustements qui se font. On voit des compatibilités aussi. Souvent, on a des gros problèmes avec l'enfant qui nous ressemble le plus. Ah bah, il nous renvoie forcément, mais c'est un miroir, donc forcément. Donc c'est quand ça se produit, moi j'appelle à essayer de ne pas être en colère. Les responsabilités, c'est 100% chacun. Donc 100% l'enfant, 100% le parent. Et il n'y a pas de qui a tort ou qui a raison. Il y a une danse qu'on apprend à danser. Et à chaque fois qu'on bute sur quelque chose, il y a une clé à trouver, une compréhension. Et parfois, ça prend du temps aussi. Il y a des moments qui sont faits pour les bonnes relations et des moments qui sont faits pour des relations plus tendues. Mais la vie est longue. En revanche, si on ne fait pas les réparations nécessaires et qu'on laisse les trous dans la coque, il y a des fuites et à bout d'un moment, on coule. Donc, ce qu'il faut arriver à faire, c'est les réparations au fur et à mesure. Réparer ses failles et les trouver déjà, donc être capable de revenir sur soi. Nous façonnons bien plus les personnalités de nos enfants par la communication non verbale et émotionnelle que par les mots que nous utilisons. C'est ce qu'explique le docteur Alan Shore, c'est ça, on dit Shore ? Oui, absolument. L'un des pionniers de la neurobiologie interpersonnelle. Qu'est-ce que c'est que la neurobiologie interpersonnelle ? C'est qu'il existe un nous dans notre neurobiologie. Donc le fait que nous soyons en contact les uns avec les autres change notre neurobiologie. Notre cerveau est avant tout social. Notre cerveau est avant tout social, oui, absolument. Et nous avons besoin d'un environnement social pour exister. Quand on est privé d'environnement social, ça active les mêmes zones dans le cerveau que si on était privé de nourriture. C'est un besoin fondamental pour la survie. Et donc cette neurobiologie interpersonnelle permet de comprendre que nos interactions, nous les avons aussi à un degré invisible. Donc votre énergie, le fait que vous ayez des tracas, le fait que vous soyez stressé ou le fait que vous ayez de l'empathie, de la compassion, de la joie, eh bien, ça va imprimer le cerveau de la personne qui vit auprès de vous, le cerveau et le système nerveux. Il y a plein d'informations que nous captons sans avoir la conscience de les capter. Il y a le champ électromagnétique, notamment du cerveau, il y a un champ électrique aussi, donc on interagit. Et puis aussi, ça va changer notre personnalité, c'est-à-dire qu'on peut ne pas se comporter de la même façon en fonction de la personne avec qui l'on est. Donc il y a des êtres qui vont vous mettre en sécurité, vous allez être une meilleure personne, et d'autres qui vont vous mettre en insécurité et vous allez voir des défauts ressortir. Donc cette interaction, cette notion du nous, elle est très 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 importante. D'ailleurs, on dit souvent « je me sens sur la même longueur d'onde que cette personne » ou alors « je la sens pas tout simplement ». C'est ça ? Oui, il y a de ça, mais il y a aussi cette notion de notre comportement avec autrui parce qu'on a ce 1+1 qui crée quelque chose de nouveau, qui va créer une troisième entité. Donc, c'est pas seulement d'arriver à sentir, c'est parce qu'on peut sentir quelqu'un qui, en effet, est brouillé à l'intérieur et pas être à l'aise avec cette personne. Mais c'est comment cette personne va influencer sur notre comportement à nous. Vous savez, parfois, on se dit, mais je suis avec cette personne et j'arrive pas à être moi-même. C'est davantage ça. C'est OK, donc c'est qui vous-même ? Puisqu'avec cette personne, vous n'arrivez pas à être vous-même. Donc, vous êtes quelque chose, une autre personne, mais c'est quand même vous. Mais c'est dans cette interaction que naît cette personnalité. Voilà. Donc, la neurobiologie interpersonnelle, c'est aussi de constater que notre personnalité, elle va changer en fonction des personnes qu'on a en face de nous. Comment on fait pour ne pas ramener ce mal-être intérieur ou ces angoisses intérieures à la maison quand on est parent, qu'on rentre, en fait justement, pour ne pas le partager avec son enfant, puisque vous le dites, il va le capter. Alors, je recommande de faire ce que j'appelle un SAS. Donc, quand les astronautes vont sur la Lune, eh bien, ils font un petit SAS avant de revenir sur Terre. Nous, c'est un peu pareil. Je pense qu'avant de rentrer dans le foyer, dans le moment où on est avec les enfants, c'est important d'aller décompresser. Donc, ce SAS, ça peut être de faire des exercices de respiration avant de rentrer chez vous, d'écouter de la musique classique ou de faire de la sculpture, quelque chose que vous aimez, mais pour vous vider des tensions, pour vous vider du trop-plein et pour recréer de l'espace à l'intérieur de vous.
c'est pas facile parce que c'est vrai que le stress peut nous accompagner jusqu'au pied de notre lit, en fait, et même être là durant la nuit. Mais c'est important de couper parce que si on n'arrive pas à le faire, ben ça va aller évidemment abîmer le lien qu'on peut avoir à la maison. Donc, créer de la disponibilité, essayer de trouver une façon d'apaiser son système nerveux qui soit saine aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller faire des choses pour calmer. Donc, je rentre à la maison, je bois un verre, je mange du sucre, je me mets devant la télé, et ça sert juste à calmer le système nerveux. Il y a d'autres façons de le faire, mais c'est pas facile. C'est de sécuriser votre corps. Dites-vous, moi, toujours, ce qui m'importe, c'est que c'est pas tant dans le mental que dans la sécurité du corps. Donc, trouvez quelque chose où vous allez vous sentir bien physiquement. Allez faire du sport. Et ensuite, comme vous vous sentirez bien, vous allez avoir justement l'espace pour accueillir la relation. Mais on a des vies trop chargées quand on sort du boulot, qu'il y a les devoirs à faire, que les enfants sont fatigués, c'est compliqué. Faut même si c'est pas long, de vous dire j'ai un petit quart d'heure bulle avec les enfants, ça c'est assez génial. Donc d'essayer de mettre ça en place comme un planning, comme un rituel, que ce soit un moment qui soit ni dans le travail, quand je veux dire les devoirs ou les apprentissages, mais juste de connexion, de bien-être. Et puis il y a le flot des émotions aussi, ça c'est le rôle de parent, en tout cas, un de ses rôles, une de ses missions, d'apprendre à son enfant à les laisser passer, à les gérer, je ne sais pas quel est le meilleur des termes, en tout cas, à faire en sorte qu'elles ne s'installent pas, c'est ce que vous dites. Comment fait-on pour éviter à son enfant d'être submergé, justement, par ces émotions ? Parce qu'au niveau du cerveau, ça se passe comment ? Comme il n'a pas encore ce cortex préfrontal mature, il n'a pas cette faculté de régulation émotionnelle, parce que c'est vraiment dans cette partie du cerveau que ça se joue. Donc en fait, on ne peut pas tout de suite lui apprendre, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre en place les compétences qui vont lui permettre de le gérer. J'ai vécu ce week-end un événement avec ma petite fille où je me suis dit « Waouh, il y a un saut qui s'est fait en matière de régulation émotionnelle. » Elle était à un anniversaire chez des copines, et donc tous les petits amis partent en courant, et elle voulait absolument descendre avec eux, mais elle n'était pas du tout prête, elle n'avait pas pris son sac, son manteau. Donc je dis non, attends, tu prends ton sac, tu prends ton manteau. Alors elle arrache tout, elle prend son sac, elle prend son manteau, elle est tellement pressée pour que les autres l'attendent. Elle fait tout tomber dans son sac, je dis non, tu ramasses, tu reprends ton sac tranquillement, et elle est énervée, non mais oui, mais ils vont pas m'attendre. Et à ce moment-là, il y a le papa de sa petite copine qui lui dit, est-ce que tu veux un verre d'eau ? Et elle répond très calmement et très gentiment, non merci. Et donc tout le monde était étonné parce qu'elle avait réussi de passer d'un état d'énervement où vraiment elle était très irritée, il fallait absolument qu'elle retrouve les copains, à du calme et à répondre en direct aux parents. Donc ça, c'est de la régulation en fait. C'est en fonction de l'état, on arrive à sortir de l'état pour être disponible à ce moment-là. Donc je me suis dit, il s'est passé quelque chose de super et on fait plein de travail en ce moment sur le système nerveux. Donc il y a des avancées. Donc comment est-ce qu'on fait ? C'est qu'on aide à créer cette compétence de se dire que les émotions ne sont pas à fuir. Donc on accueille l'émotion. Quand un enfant a de la tristesse ou ne va pas bien et essaye de détourner son attention, et en lui disant « mais attends, c'est super, viens, on va faire un jeu », et ils veulent le faire repartir, on s'est aperçu en fait que sur le long terme, ça crée des enfants avec des attachements évitants parce qu'ils ont hyper peur de leurs émotions. Ils ne savent pas comment le gérer parce qu'on leur a pas appris à les gérer et on leur a pas appris à s'asseoir avec leurs émotions négatives. Moi, je dis ton émotion négative, il y a beaucoup de gens qui disent non, il n'y a pas d'émotion négative, pas d'émotion positive. Pour moi, c'est important de garder le positif et négatif parce qu'il y a des polarités. S'il n'y a plus de polarité, on ne sait plus quoi faire. Donc, le fait que l'émotion négative, elle vient nous dire aussi quelque chose, et c'est important de ne pas la chasser, de ne pas la fuir, et juste bien de la comprendre. Et quand ça arrive à vos enfants, moi, je me suis rendu compte que vraiment, ce qui permettait de développer ces compétences-là, c'est d'en parler. C'est de s'asseoir et de se mettre dans la compassion, et pas dans l'empathie. Nous, en tant que parents, on doit apprendre à ne pas être menacés par les émotions de nos enfants, de ne pas avoir peur. Si vous sentez, il est rejeté, par exemple, à l'école, où il vit un moment difficile, et vous vous inquiétez. Vous dites « Oh là 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 là, il vit ça ». Et bien là, vous n'êtes plus capable de développer les compétences dont votre enfant va avoir besoin pour sa régulation émotionnelle, parce que ce que vous renvoyez, c'est de la peur. Si vous vous asseyez dans la compassion, en écoutant, en disant « Ah oui, alors, qu'est-ce que tu ressens ? D'accord. Et tu as une idée de ce que tu vas pouvoir faire ?»
et ben vous apercevez que l'enfant, il va sortir de son émotion beaucoup plus facilement, en fait. Revenir à la connexion humaine, hein, c'est ce que vous dites. Oui, et à la tranquillité, à la paix de votre côté, à la compassion, pour pouvoir accueillir. Vous prenez pas sur vous, vous sentez pas sa douleur. Mais vous êtes là pour l'accompagner et être à côté de lui et lui tenir la main dans sa douleur. Et quand, par exemple, l'enfant fait une crise de larmes, hein, tout petit, parce que justement, il ne peut pas exprimer avec des mots ce qu'il ressent, il y a le regard extérieur qui dit, qui regarde les parents d'un air de dire, on n'arrive pas à canaliser son enfant. C'est vrai, il y a cette espèce d'injonction sociale. Et en même temps, ce que vous dites, c'est que ça peut passer par le corps, pas forcément par la parole. Juste englober l'enfant, parfois, ça suffit à arrêter la crise, lui dire, on est là, et après, on t'écoute, on t'entend. Quand l'enfant est en crise, en effet, comme ça, il n'est pas capable de penser, on ne va pas le raisonner, il n'est pas dans le même degré de conscience, ça ne sert à rien. Ou quand l'enfant a très peur, et vous il dit qu'il a peur des monstres. Donc le prendre dans ses bras, je vous parlais de la sécurité du corps, oui, c'est essentiel, parce qu'on va resécuriser le corps avant même de passer par la tête. Donc de le toucher, de lui faire un câlin, pour moi, alors il y a tout un débat sur les notions d'éducation. L'enfant fait une crise de nerfs, qu'est-ce qu'on fait? On le punit. On en parle souvent autour de nous, c'est vrai. Il y a une notion de cadre qui est hyper importante à avoir. Ça, c'est certain, parce que le cadre, c'est la sécurité. Mais c'est vrai que l'enfant qui est en crise et qui est puni et qui est mis à l'écart, la déchirure, elle est encore plus forte. Il est tout seul avec son angoisse. Donc, le prendre dans ses bras, on peut très bien prendre quelqu'un dans ses bras en disant « Non, je suis pas d'accord, mais je suis là ». C'est ça. En fait, c'est de ne pas faire de la rupture dans le lien. C'est « Non, tu n'auras pas ce bonbon ». C'est hors de question, mais on est là. On ne se détache pas. Et ça permet justement un développement optimal du cerveau. Parce qu'on n'a pas peur que ça vienne jouer sur le lien. Ça ne jouera pas sur le lien. Vous parliez de ce lien parent-enfant, mais il y a aussi le lien enfant-ami qui se développe de plus en plus quand ils avancent dans l'âge scolaire. Et dans votre livre, vous évoquez ce que vous appelez la contagion amicale. C'est quoi, cette contagion amicale? Que votre enfant va vraiment aussi se façonner en fonction de ses amis, évidemment. Les amis, et les parents ne les choisissent pas. Les parents ne les choisissent pas. Et ce qui est intéressant, c'est, je trouve, de ne pas être dans la critique des amis, parce que parfois on a des amis qui ne plaisent pas. On aimerait mieux que nos enfants soient amis avec d'autres. Mais qu'est-ce que ça vient dire? Et pourquoi notre enfant est ami avec ces amis-là, à ce moment-là? Parce que lui, ça répond à son besoin. Lui, ça répond à ce qu'il vient chercher. Donc, je trouve que c'est important d'essayer de ne pas être dans la critique des amis. Et de les accueillir et de comprendre que, oui, en effet, ils vont mailler aussi, et surtout quand ils grandissent, des nouveaux référentiels, et que ça va beaucoup les influencer. Mais on peut avoir très bien des influences, entre guillemets, négatives quand on se cherche, et puis évoluer quelques années après. À partir du moment où on donne les bases au départ solides, il faut aussi avoir confiance en nos enfants. Ils vont explorer des choses, ils vont explorer des parts d'eux-mêmes. Et ce que je trouve très intéressant aussi avec les enfants, c'est que vous voyez les comportements et vous voyez aussi les comportements des parents, les croyances des parents. Donc, vous apprenez beaucoup de choses sur les parents, les fonctionnements des familles, à travers les actions des enfants. Et il y a beaucoup de choses dysfonctionnelles dans les cours d'école. Énormément. Je ne sais pas comment on peut régler le problème. On n'en est pas encore là, mais c'est incroyable. Il y a beaucoup de douleur, beaucoup d'exclusion. Souffrance sociale, de douleur sociale, c'est ce que vous dites. Mais d'ailleurs, ça fait penser à tout ce qui se passe avec le harcèlement scolaire, qui surgit au grand jour plus que jamais aujourd'hui. Quelle réponse apporter à ça? Déjà, comment arriver à faire en sorte que son enfant en parle, sorte du silence? C'est souvent aussi d'arriver à donner la confiance, c'est-à-dire de savoir que son parent ne va pas s'en mêler. La compassion, c'est important dans ce sens-là. On s'assied à côté, on prend, mais on a envie d'agir, mais pas agir par nous-mêmes. Moi, j'aime beaucoup Emmanuel Piquet, qui avait créé Chagrin scolaire, et qui prend les choses à l'envers. C'est-à-dire, justement, les parents ne doivent pas s'en mêler. En revanche, ils vont aider l'enfant à mettre au point des stratégies pour qu'il ait la puissance. Ils reprennent le pouvoir, en fait. Exactement, la capacité d'améliorer la situation et donc de se sentir en parfaite maîtrise. Parce que l'enfant démuni, en fait, si les adultes gèrent le problème à sa place, si on le change d'école, qu'est-ce qui se passe? Lui, il n'a rien appris comme nouvelle compétence.
ça va se reproduire vraisemblablement. Parce qu'il y a quelque chose en lui qui n'a pas fermé la porte à ça. Et ça devient une douleur, un traumatisme. Et donc, Emmanuelle Péquier, je donne un exemple qu'elle avait donné dans un de ses livres où elle parlait d'un petit garçon qu'elle avait aidé. Il était donc harcelé à l'école. Ils avaient créé un groupe Facebook qui se moquait de lui et qui postait des photos atroces avec une tête de cochon. Enfin bon, bref. Donc, non seulement il était harcelé à l'école, et c'est ça le problème aussi des réseaux sociaux, mais en plus, quand il sortait de l'école, le harcèlement continuait et il pouvait voir ça. Donc, la douleur était très grande. Et ils ont mis au point cette stratégie à l'envers. Elle transforme les enfants en petits Indiens en apprenant à utiliser leurs flèches. Et donc, il est devenu président de ce groupe anti-lui sur Facebook. Et il est devenu encore plus virulent que les autres. Il a joué avec les propres armes de ses ennemis, entre guillemets. Donc, il se moquait de lui, mais encore plus fort, encore plus violemment. Et donc, évidemment, ça a surpris tout le monde. Et c'est une grande preuve de courage. Et puis, il a dit, très bien, vous voulez jouer à ça, on va voir... D'humour aussi, d'autodérision, c'est très fort à son âge. Et ça s'est arrêté. Et parce qu'il est sorti de ce statut aussi de victime. Et alors, il y a plein de stratégies sur lesquelles opter. Mais c'est important, ces moments-là, parce qu'il y a des enfants qui vont se transformer en ce qu'on appelle en anglais « people pleaser », donc qui vont faire en sorte d'être aimés, donc qui vont rien dire, donc qui vont accepter beaucoup de choses. Et puis, il y en a d'autres qui vont être justement ceux qui font du mal, en fait, pour se protéger, parce qu'ils ont peur qu'on leur en fasse à eux. Donc, et comment est-ce qu'on arrive à harmoniser tout cela? Je pense que c'est aussi des épreuves que les enfants passent pour comprendre, pour se positionner. Donc, il ne faut pas craindre la difficulté pour nos enfants. Faut en revanche leur donner les armes pour s'en sortir. On ne doit pas leur éviter les traumatismes, on ne doit pas leur éviter les difficultés. Le traumatisme, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est pas un événement, c'est la réaction de notre système nerveux à un événement. Donc nous, notre objectif de parents, c'est de permettre d'avoir les systèmes nerveux les plus souples, les plus résilients possibles, pour que ce qui se passe, en fait, ça vienne pas se coller, ça vienne pas être gravé à vie et que l'enfant ait de la ressource. C'est ça qu'on doit lui apprendre, à avoir de la ressource. Ça me fait penser à l'EMDR d'ailleurs, qui une technique pour déstructurer peut-être justement tous ces traumatismes, en tout cas le ressenti, la façon dont ça a été reçu. Ça, c'est un peu le rôle de l'EMDR. Ça fonctionne et ça va directement dans le cerveau. Oui, absolument, ouais. On est dans un système scolaire, puisqu'on parle de l'école, où l'erreur n'a pas sa place. Encore aujourd'hui, on cherche l'excellence à être le meilleur, et pourtant, se tromper, c'est fondateur et c'est même consolidant pour l'apprentissage. Comment ça fonctionne, ça ? C'est le paradoxe. Stéphanie. Alors, en effet, dans notre pays, il ne fait pas bon de se tromper. On n'essaie pas d'avoir des réponses hasardeuses. En général, si on n'a pas la bonne réponse à l'école, on se tait. Et j'ai vécu donc aux États-Unis pendant 7 ans en Californie, où c'était très différent. Et c'est là que je me suis rendu compte de mon rapport à l'erreur, du système français, et d'un concept qui s'appelle les états d'esprit. Donc, il y a 2 types d'états d'esprit. Il y a l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance. L'état d'esprit fixe est lié au fait de considérer qu'il y a des talents, qu'il y a beaucoup d'innés, donc il y a des enfants doués et d'autres qui ne le sont pas. Et l'état d'esprit de croissance, c'est de considérer qu'avec du travail, on obtient tout, on arrive là où on a envie d'arriver. Évidemment, les Anglais disent qu'on est natural, donc que les gens ont des capacités naturelles. Donc on ne part pas tous du même endroit, mais en revanche, en travaillant, on peut arriver tous à la même destination. Et c'est donc une chercheuse de l'université de Stanford qui a montré ces 2 états d'esprit et qui façonnait des personnalités très différentes, et notamment dans la structure du cerveau. Quand on a un état d'esprit fixe, que nos parents nous ont dit qu'on était formidable, hyper doué, eh bien notre cerveau va se constituer de telle façon qu'une erreur, pour nous, va être très difficile à gérer. Pourquoi ? Parce que c'est le système d'alarme du cerveau qui va se mettre en route. Donc quand on fait une erreur, c'est « alerte rouge, j'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur ». Alors que celui qui a un état d'esprit de croissance, où ses parents l'ont toujours encouragé à travailler, ils lui ont jamais particulièrement dit qu'il était doué, mais ont mesuré ses progrès... Eh bien, lui, quand il fait une erreur, il fait « j'ai fait une erreur ». Bon, alors, qu'est-ce que je vais faire pour corriger ? C'est une opportunité de réagir. C'est une opportunité, c'est normal en fait, c'est un processus normal. À l'école américaine, mon fils m'avait beaucoup étonné parce qu'il rentrait à la maison avec ses cahiers, il fait une erreur, et puis il rature grossièrement, et puis il réécrit à côté. Je dis « ah ben non, c'est un torchon ça, tu peux pas faire ça. Tu refais au propre, tu gommes. » Il me dit « bah non maman, j'ai pas le droit. » Je dis « comment ça t'as pas le droit ?» La maîtresse, elle veut pas qu'on enlève nos erreurs, elle veut qu'elles restent visibles.
Bah oui. Et à l'école, parfois aussi, on corrige en 2 temps, justement. On apprend à l'enfant à corriger lui-même. La maîtresse a souligné l'erreur, et l'enfant corrige lui-même son erreur après discussion avec la maîtresse. Ce qui fait qu'il se réapproprie aussi le travail, quelque part. Absolument. L'erreur, il ne faut absolument pas qu'elle soit corrigée par le professeur ou par le parent. Parce que l'enfant ne maîtrise pas la solution. Donc, vous pouvez l'aider à avoir les clés pour trouver la bonne réponse. Mais si vous corrigez les erreurs, le processus ne se fait pas jusqu'au bout. Donc, non seulement il ne faut pas condamner l'erreur et considérer qu'elle fait partie du processus d'apprentissage, elle est très importante en fait, parce que d'ailleurs, quand on ne commet pas d'erreur, on n'a pas la capacité de bien comprendre ce qui s'est passé. Quand vous avez fait des erreurs, vous savez ce qui n'a pas marché. Donc, ça amène à une solution. Si vous n'avez pas fait ce chemin-là, vous n'êtes pas en réelle maîtrise, parce que ça a peut-être marché sur un coup de chance, mais vous ne savez pas vraiment ce qui a fonctionné. Donc, à la fois, vous avez absolument raison, c'est de ne pas condamner l'erreur, et ensuite, c'est de ne pas déposséder l'enfant de la bonne réponse. Et pour ça, il a besoin de comprendre ce qui va amener à la bonne réponse. Vous parlez de sérendipité. Alors ça m'a intriguée, je n'en avais jamais entendu parler. Mais c'est ça, finalement, c'est de faire de l'erreur une opportunité, c'est ce principe-là. Alors les sérendipités, c'est même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on fait presque une découverte géniale grâce à une erreur. Donc on dit que le micro-ondes, il me semble que les chercheurs qui ont découvert la puissance du micro-ondes, ils avaient des barres chocolatées dans les poches et ils se sont rendus près d'un champ d'ondes, justement, et ils se sont aperçus que les barres avaient fondu. Et donc, ils se sont dit, oula, il y a quelque chose autour de ça. Ça va être, en effet, de commettre une erreur et de faire une découverte derrière qui n'était pas du tout ce qu'on cherchait et qui va apporter une avancée, quelle qu'elle soit. Stéphanie Briand, est-ce que finalement, la base de l'apprentissage ne devrait pas se faire par le corps et le mouvement ? C'est la question que vous posez dans votre livre. Des études ont été faites. Plus encore, il y a même un chercheur mathématicien qui a essayé de faire apprendre les mathématiques, les fractions aux enfants via le corps, et ça marche en fait. Oui, parce qu'on passe beaucoup par le mental, et en fait, notre mental, il nous limite énormément. Notre corps a beaucoup plus de capacité à informer notre mental que l'inverse, en réalité. Et de surcroît, ça améliorerait grandement les inégalités. Aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants qu'on catalogue dans les 10 et qui ont du mal à apprendre comme des structures de cerveau plus classiques. Si on passait par le mouvement, on ôterait toutes ces problématiques-là. Alors, passer par le mouvement, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? C'est d'enlever les barrages mentaux, les limitations mentales de compréhension consciente. Quand vous passez par le mouvement, vous passez par l'inconscient. Donc, vous pouvez très bien faire comprendre les mathématiques par le mouvement. Ce chercheur américain, qui s'appelle Dorba Abrahamson, il a donc décidé de faire comprendre les fractions aux enfants parce qu'il s'est aperçu que les fractions, c'était très compliqué parce que c'était une connaissance totalement éloignée de ce que tous les enfants avaient appris jusque-là, qui étaient donc les additions, les soustractions. Parce que dans la fraction, quand vous augmentez la fraction, l'écart se fait de plus en plus. Sauf que d'habitude, l'écart, il reste toujours le même. Donc quand, par exemple, vous faites 2 tiers et que vous allez transformer en 6e, c'est combien de 6e ? Eh bien, les enfants, ils vont pas dire c'est 4 6e. Parce qu'eux, ils ont appris l'addition. Donc, ils vont dire c'est 3 6e. Parce qu'on a rajouté 3 en bas, donc on rajoute 3 en haut. C'est logique, c'est ce qu'ils ont toujours appris. Et leur faire lâcher ça, donc le mental et la compréhension, c'est très compliqué. Donc, Dor a mis au point un jeu où il y avait 2 manettes. Il n'a rien expliqué aux enfants, même pas que c'était des mathématiques. Donc, ils avaient 2 manettes. Et quand ils tenaient à une certaine distance la main droite et la main gauche, avec un petit écart, une main au-dessus de l'autre, c'était vert. Donc, il leur faisait trouver ce point vert. Puis ensuite, il leur demandait de monter les bras. Et donc, ils faisaient monter les bras. Les enfants, ils gardaient le même écart entre les 2 points, en fait. Et en montant, ça passait au rouge. Et donc, ils ne comprenaient pas, parce qu'ils avaient gardé le même écart, donc ils sont dans l'idée de l'addition. Et petit à petit, ils tâtonnaient, et puis ils s'apercevaient que s'ils remontaient un peu plus la main droite, ça repassait au vert. Donc, l'écart avait augmenté. Et on est dans l'idée de la fraction. Et donc, ils continuaient comme ça à leur faire faire. Et après, les enfants, plutôt que de réajuster pour repasser au vert en remontant la main droite, ils n'avaient plus besoin de réajuster, ils anticipaient. Donc, ils augmentaient l'écart immédiatement en levant les 2 mains. Leur corps avait compris le principe de la fraction, leur mental pas du tout, et on leur a rien expliqué. Et quand ils sont retournés dans la salle de classe et qu'on leur a fait apprendre les fractions, en réalité, l'inconscient était déjà là.
la compréhension avait déjà été faite à un niveau plus subtil, donc ils ont eu beaucoup moins de peine à comprendre le concept. Le corps envoie des signaux au cerveau, et mieux encore, on peut alléger le mental et le stress via le corps. Et ça me fait penser à cet exemple, cette astuce qui vous a été donnée par Tina Payne Bryson, qui est absolument fabuleuse. Moi, je la connaissais déjà, la nouille, pour détendre l'enfant. Oui, de se comparer à une nouille. Donc, fais la nouille quand l'enfant est tendu là et qu'il n'arrive pas. On lui donne cette image-là et pas d'injonction et pas de « il faut faire comme ça » et fais la nouille. Donc, quand on fait la nouille, évidemment, on se met dans une posture où on relâche tout. Et ça aide beaucoup les enfants. De la même façon, quand ils n'ont pas le moral et qu'ils ne se sentent pas conquérants, si on leur dit de redresser le menton, de se mettre droit comme ça, de regarder bien haut, et quand on se met dans cette position-là, naturellement, on se sent plus en possession de ses moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, nos enfants sont suffisamment curieux, Stéphanie Briand, sachant qu'ils sont très souvent le nez sur leurs écrans, pour certains, pas tous? C'est un problème aussi, parce que la curiosité, c'est aussi la base de la structuration du cerveau. Oui, la curiosité, et en plus la curiosité, elle est nécessaire pour faire avancer, en fait, parce que c'est ça qui motive aux apprentissages. Et pour qu'il y ait de la curiosité, il ne faut pas que ce soit trop difficile. Si on est une marche trop haut, l'enfant va décrocher. Non pas parce qu'il n'est pas capable, mais parce que, justement, sa curiosité, elle est mise de côté parce que c'est trop tôt. Donc, elle est essentielle, en effet, la curiosité, parce que c'est cette soif d'apprendre qui va donner aussi la consolidation. On sait que la mémoire, elle passe par le sens. Donc, un enfant, il a besoin d'être curieux. Et pour être curieux, c'est qu'il cherche un sens à quelque chose. Et quand il a trouvé le sens, il peut mémoriser l'information. Sans quoi, ça ne fonctionne pas. Donc, nos enfants, moi, je pense qu'ils sont tout à fait assez curieux. Le seul problème, c'est l'anesthésie mentale. Et quand on les fatigue... avec justement beaucoup de moments passifs, ça fonctionne plus parce que ils ont plus la force, ils ont plus l'énergie. En revanche, les écrans, ça peut être formidable. Moi, je suis fascinée par tous les tutoriels. Ma petite fille, elle regarde des tutoriels sur un peu tout. On peut apprendre à dessiner excellemment bien. Donc, ils ont de la curiosité et c'est pas mauvais, l'écran, nécessairement. Ils peuvent apprendre des instruments de musique. Par juste des petits tutos. Donc oui, ça continue à les aiguiser. Je ne pense pas que ce soit un ennemi, mais il faut s'intéresser à proposer quelque chose qui soit accessible aux enfants pour maintenir comme ça en permanence cette curiosité. Et en même temps, la difficulté, c'est bon pour le cerveau aussi. Oui, parce que si c'est pas difficile, il n'y a aucune satisfaction à la réalisation de quelque chose. Un enfant, justement, à qui on fait faire des choses trop faciles, il ne va pas avoir cette curiosité. On voit des enfants qui s'ennuient en classe parce que le niveau n'est pas suffisamment élevé. Justement, ils ont déjà compris. Ou vous, parfois, vous êtes à écouter quelque chose, vous connaissez. Voilà, ça n'aiguise pas votre curiosité. Donc, oui, il faut trouver un juste milieu. Stéphanie Briand, qu'est-ce que c'est que la mémoire de travail? Vous en parlez dans ce livre sur le cerveau aussi. En quoi elle est importante, cette mémoire de travail? Qu'est-ce que c'est? La mémoire de travail, c'est une espèce de bande passante qui est liée à nos fonctions cognitives et qui est notre capacité à retenir des informations pour une courte période, les mélanger avec des informations de notre environnement et enfin des éléments qui proviennent de la mémoire. En somme, la mémoire de travail, elle est indispensable quand on a une décision à prendre. Pourquoi ? Parce que vous allez anticiper ce qu'on vient de vous dire. Par exemple, on vous dit, oui, ce serait bien peut-être de partir en vacances à tel endroit la semaine prochaine. Donc vous allez vous dire, bon d'accord, est-ce que c'est la bonne période ? Tiens, est-ce qu'il ne va pas y avoir trop de monde dans les transports ? Mais est-ce que les enfants, finalement, ça va être bien pour eux ? Et si je loue une maison là-bas, mais alors je ne vais pas pouvoir avoir le budget pour faire ceci. Là, c'est votre mémoire de travail qui fonctionne. Donc vous pouvez mettre tout ça dans le shaker et puis ressortir avec une décision éclairée. C'est ce qu'on utilise aussi quand on fait des mathématiques. On apprend des tables de multiplication, par exemple, pour ne pas encombrer la mémoire de travail. Comme ça, vous pouvez faire 6 x 7 plus 7 x 9 sans avoir à calculer. Parce que 6 x 7, vous savez exactement combien ça fait. Vous pouvez très vite l'ajouter à 7 x 9 parce que vous savez immédiatement aussi combien ça fait. La mémoire de travail, quand elle fonctionne pas bien, les enfants ont des grandes difficultés à l'école. On s'aperçoit que c'est un peu comme le système cardiovasculaire. Donc, quand vous l'entraînez, vous allez avoir une amélioration en lecture, parce qu'il y a des enfants, par exemple, qui lisent, et c'est pas qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent, c'est qu'ils ne se souviennent pas de ce qu'ils ont lu 2 phrases plus haut, parce que leur mémoire de travail dysfonctionne. Et ça se muscle pourtant, c'est ce que vous dites, ça se travaille. Ça se muscle, oui, avec des activités spécifiques. Par exemple, jouer au memory,
Déjà, pour tester la mémoire de travail de vos enfants, vous pouvez jouer au Memory, et la vôtre. Au coin du feu cet hiver, voilà. Par la même occasion. Ensuite, leur faire des exercices justement où on apprend l'erreur. Donc, de marcher sur des lignes droites. On peut avoir ces cordes qu'on dresse entre deux arbres. Il y a un sport qui est très bon pour la mémoire de travail, l'escalade. Donc, si vous avez des enfants qui ont des difficultés justement en lecture, par exemple. À cause de la coordination, peut-être ? Oui, la coordination, le fait que le cerveau ait besoin d'analyser en permanence le mouvement d'après, ça l'oblige à maintenir plein d'informations. Et voilà, et ça, c'est d'ordre invisible. Moi, je suis pour améliorer les compétences scolaires des enfants en dehors de la classe et en dehors du travail scolaire. Donc, faire de l'escalade à votre enfant qui lit mal ou qui a un problème de mémoire de travail parce qu'il échoue en mathématiques, c'est génial. On ne lui dit pas qu'on bosse les maths ni la lecture. Et en même temps, on pourra amener de nouveaux éléments, de nouveaux outils à l'école aussi. C'est le cas, c'est ce qui a été fait dans cet institut Momentus, c'est ça, Institute à Dallas, qui est absolument fabuleux. Il y a plein d'outils qui sont utilisés par les enfants. Ça donne envie. Oui, il y a des écoles en effet qui permettent justement d'équilibrer les fonctionnements des cerveaux de chacun. Donc pour ces enfants qui ont des difficultés de mémoire de travail, par exemple, il y a des gros ballons, vous savez, ces balles de pilates. Donc les enfants ne sont pas assis sur des chaises, ils sont assis sur ces ballons et remuent comme ça toute la journée. Mais c'est parce que justement, ça maintient leur mémoire de travail active. Il y a un petit exercice qu'on peut faire en classe aussi pour la mémoire de travail active, c'est de demander aux enfants de se lever et de marcher à l'envers jusqu'à leur chaise. C'est de réinitier justement aussi la curiosité, on en parlait précédemment. Donc cette école qui est vraiment exceptionnelle et en plus qui est gérée par des gens d'une grande bienveillance, où les professeurs sont en permanence formés à des nouveaux outils, accompagnés pour qu'ils se sentent bien, qu'ils soient disponibles, parce que nos professeurs, nos enseignants, nos éducateurs, ils sont menés à rude épreuve. C'est souvent une population très traumatisée, très fatiguée, très à bout de souffle, dont on ne prend pas soin et qui n'a plus beaucoup à donner. Petit écho en France, grand écho en France. Oui. Il y a un outil qui peut peut-être être une baguette magique pour les parents, j'en sais rien, je ne connaissais pas, c'est l'effet nudge. Alors je trouve ça fabuleux. En gros, c'est de pouvoir provoquer des comportements que l'on voudrait voir chez nos enfants. Ça fonctionne, ça, vraiment, Stéphanie Briand ? Ça fonctionne même à l'échelle des politiques sociales des États. Oui, l'effet nudge, le nudge, ça veut dire un petit coup de coude en anglais. Donc c'est d'arriver à nos fins, mais encore une fois de façon détournée. Je vais vous donner un exemple de ce que c'était à l'aéroport d'Amsterdam. Donc ça n'a rien à voir avec nos enfants, mais c'est une bonne illustration. Donc ils avaient un vrai problème dans les toilettes des hommes parce que c'était toujours sale et que ils urinaient à côté. Donc ils se sont dit très bien, alors où on augmente le service nettoyage, mais ça va pas solutionner le problème. Et donc ils ont mis des petites mouches qu'ils ont collées dans le fond de la cuvette. Et ça a créé évidemment une espèce d'attention et de concentration, et les hommes se sont mis à viser la mouche, les hommes se sont mis à viser la mouche et donc plus uriner à côté de la cuvette. Ça a réglé le problème, et ça, voilà, c'est un exemple du nudge. Vous pouvez le faire aussi avec vos petits garçons, parce qu'elles existent, ces petites mouches, je pense qu'on peut les acheter sur certains services en ligne, et c'est très utile pour encourager à bien faire. À chaque parent d'être créatif. Mais vous parlez d'attention et de concentration. Justement, il y a une différence entre l'attention et la concentration. Ce sont les mêmes choses, ça fait appel aux mêmes parties du cerveau ? Alors pour moi, il y a une différence en fait parce que l'attention, elle peut se muscler, s'entraîner. L'attention, c'est vraiment le fait d'ignorer ce qui se passe autour et de focaliser son esprit sur un seul point. Je donne l'exemple de la longue vue. Quand vous utilisez une longue vue, vous allez avoir un champ de vision réduit. Vous allez ignorer ce qui se passe autour. Pourtant, ce qui est autour n'a pas pour autant disparu. Et la concentration, pour moi, elle vient davantage du cœur. C'est-à-dire que quand on est passionné par une activité, on n'a pas besoin de faire de l'effort. Alors qu'on n'a pas besoin de faire de l'exclusion des autres informations, c'est qu'on est pleinement dans cette activité. Donc je dis qu'en somme, vous pouvez avoir des enfants attentifs, donc qui font des choses qui ne les passionnent pas nécessairement, mais qui ont musclé cette c'est à l'école, aptitude quelque part. Voilà, d'attention, et des enfants concentrés quand ils font quelque chose qui leur tient véritablement à cœur. Et l'attention, ça se muscle vraiment parce qu'en fait, notre cerveau, en permanence, je crois que c'est 4 fois par seconde, en fait, qu'il ouvre et qui va collecter d'autres données qui sont autour de nous. Donc, nous sommes tout le temps prêts à décrocher du focus initial. Donc, on ramène en permanence et voilà, c'est quelque chose qui se fait uniquement aussi quand l'enfant est en sécurité dans son corps. Donc, s'il vit un stress, par exemple, sa capacité d'attention
évidemment, elle n'est pas optimale. Pour revenir à l'école, on a l'impression qu'on est dans un système scolaire fondé sur la croyance à la prédisposition. On parlait tout à l'heure de l'état d'esprit fixe et de l'état d'esprit de progression. Soit l'enfant peut s'adapter, soit il ne s'adapte pas, soit il suit pas. C'est une fatalité, selon vous, ce système-là, ou pas du tout? Est-ce qu'on est tous avec le même potentiel? Je suis pour dire que je ne connais pas de déterminisme. Et il n'y en a pas d'un point de vue neurobiologique. En revanche, on ne part pas tous du même endroit. Notre potentiel à tous, il est inouï. En revanche, ne serait-ce que dans les attachements, quand vous avez grandi avec un attachement insécure, vous avez un filet de sécurité moindre. Mais pour autant, il y a des solutions, il y a des choses à faire, il y a des rencontres qu'on fait dans la vie, il y a plein de façons de reprogrammer son cerveau. Donc, tant qu'on est dans une société de prédétermination, on crée beaucoup d'inégalités, beaucoup de colère, beaucoup d'injustice. Et aussi, ce sont des systèmes qui fonctionnent sur des modes où chacun avait une place prédéfinie et qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a un grand mouvement dans les places. Ce qui se passe notamment sur tout ce qui est lié au rapport à la femme, aux limites qu'on est en train de mettre. Eh bien, voilà, les places, elles sont en train de changer. L'élite, les dominances, elles sont gommées aujourd'hui. Donc ces prédéterminations-là, elles vont évoluer aussi beaucoup, mais il faut que tout le monde arrive à retrouver des places qui soient saines. Donc non, il n'y a pas de déterminisme. On est en train, je pense, d'évoluer dans nos sociétés parce qu'on s'en aperçoit. Et ce serait bien qu'on arrête, en effet, de constituer des espèces de groupes prédestinés, notamment dans les études et après dans les vies professionnelles. On s'aperçoit, par exemple, que 70% des chefs d'entreprise sont des gens qui étaient des cancres à l'école. C'est dommage. On est tous résilients, en fait. C'est dommage de se dire qu'il faut être mauvais à l'école pour devenir chef d'entreprise. Parce que c'est bien de se dire qu'on est mauvais à l'école, mais qu'on pourra être chef d'entreprise. Mais en fait, qu'est-ce que ça vient dire? Qu'est-ce que ça... On devrait pouvoir être bon ou mauvais et devenir chef d'entreprise, et on devrait pouvoir être bon ou mauvais et terminer à faire des grandes études et être dans les institutions. Sinon, on crée des castes très homogènes, et c'est comme ça qu'on fait du décalage et qu'on crée des ruptures entre les mondes. D'où la parole des parents, quand il accompagne son enfant, d'être à la fois dans le système et à la fois en dehors. C'est toute la complexité de la chose, parce qu'on le sent en tant que parent, qu'il faut être à la fois dans le système et en dehors. Eh bien, c'est intéressant ce que vous dites, parce que moi, j'ai été beaucoup à penser ça, et aujourd'hui, je me suis aperçue, je pense que je me suis trompée. Il faut jamais être en dehors du système. C'est bon de le dire. Oui. J'ai fait des choses en dehors du système, j'ai eu tort, parce que j'ai créé des complications pour mes enfants. Par exemple, mon fils, je lui ai pas fait faire ses devoirs en primaire. Je refusais qu'il fasse des devoirs parce que je trouvais qu'en sortant à 4h30 de l'école, à un âge si jeune, on ne devait pas rentrer et faire les devoirs. Il y avait autre chose à faire dans la vie. Il y avait des moments de loisirs, des moments d'apprentissage de la musique, du temps passé avec les parents, du temps de jeu libre. Et en faisant ça, eh bien, je l'ai exclu d'une certaine façon parce qu'il était dans un système où les autres les faisaient les devoirs. Donc, c'était contre-productif quelques années plus tard. Même si je regrette pas sur le fond, si vous voulez, ma pensée, et je pense qu'on devrait ne pas avoir de devoirs, eh bien, je me suis mise hors du système en étant dans le système, et ça marche pas. Trouver le juste équilibre, c'est ça, Stéphanie Briand. Une toute dernière question, pour revenir à Momentus Institute à Dallas, parce que c'est quand même fabuleux. Est-ce qu'on ne devrait pas tous apprendre la gratitude à l'école? Ce serait bon, ça nous ferait du bien. Ça nous nourrirait le cœur, et ça permettrait aussi, justement, on parlait d'attention. Quand on met son attention sur ce qui va bien, on vit pas la même vie. Donc, dans ce climat très éco-anxieux, les enfants sont très anxieux aussi, de les aider à focaliser leur attention sur des choses qui leur font du bien, qui leur apportent de la paix. Oui, c'est positif, et même pour nous, parents, on fait rebriller un petit peu les petites flammes, on les encourage pour éclairer notre univers différemment. Et peut-être qu'à terme, le cerveau n'anticipe plus de la même façon et ne prédit plus de la même façon. Non, il prédit moins la catastrophe, et surtout, il a moins envie de la catastrophe aussi. Ne pas connaître nos fêlures, c'est embrasser une parentalité boiteuse. C'est en décortiquant, on l'a vu, et en désarticulant nos propres habitudes de fonctionnement bâties depuis l'enfance que l'on va pouvoir recabler nos cerveaux
pour devenir le parent que l'on souhaite être, pour faciliter du coup la construction de nos enfants et les mettre sur le juste chemin. Un mode d'emploi à retrouver, mode d'emploi, je ne sais pas si c'est un mode d'emploi, en tout cas on peut le piocher, à retrouver dans ce guide du cerveau pour des parents éclairés. C'est aux éditions Babel. Et comme vous aimez aussi le rappeler, Stéphanie Briand, notre cerveau ne nous détermine pas, il nous représente. Le génie de chacun d'entre nous n'est pas dans le cerveau, mais dans le cœur. Alors revenons à notre cœur. Merci Stéphanie, et on retrouve un programme spécial parentalité consciente, parents conscients, c'est ce que vous dites, sur votre site internet pour se reprogrammer. Oui, un coaching en ligne, il y aura un code spécial pour vous auditeurs avec Métamorphose pour avoir une réduction considérable et explorer ça. Et puis il y a aussi mon film qui s'appelle Le cerveau des enfants. Qui fait écho à ce livre, exactement. Absolument. Merci beaucoup Stéphanie. Merci 1000 fois. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne Guéquière et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Podcast Addict et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.